Salut à tous, c'est Alan de Sortilège Limoges. Et Manon. On revient du festival des jeux de Vichy, la partie professionnelle. Du coup, on a vu énormément de jeux durant le week-end. On s'était dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo pour vous présenter les jeux qui nous ont un peu plus marqué que les autres. Faut savoir qu'il y a énormément de jeux qu'on a vus. On en a vu, je sais pas combien, enfin, en vrai, je sais plus. Déjà rien que sur les photos, là, on en a déjà sélectionné pas mal et on se dit que ça faisait trop. Mais bref, on avait énormément de jeux. On s'est dit que ça pourrait être cool de vous montrer avec un peu de visuel et avec du blabla plutôt que de faire des rapides petits textes sur internet. Ça pourrait être plus cool. Et on a essayé d'être exhaustif tout en étant un peu concis. On va voir comment ça va se présenter. Peut-être que ce sera bordélique, on verra. On va essayer de faire au mieux. On va essayer. Alors déjà, première chose, on a essayé de classer un peu les jeux. Donc on a une première catégorie, ça va être plutôt tout ce qui va être jeux enfants. Après, du coup, on a mis un peu les jeux qui s'adressent à tout le monde, tous ceux qui aiment bien un peu jouer, voilà. Et en dernier, on finira un peu par les jeux experts, qui demandent d'avoir un peu plus d'expérience ludique. Pour commencer du coup sur les jeux enfants, on va commencer par un jeu Smart Game, c'est-à-dire la Cité d'Or. C'est un jeu que j'avais déjà vu à Parthenay, qui m'avait pas mal plu. En gros, l'idée c'est qu'il va falloir reproduire l'île en positionnant les pièces. Comme toujours dans un Smart Game, il y a un certain nombre de défis. Les premiers sont faciles, plus vous avancez, plus ce sera dur. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans celui-ci, c'est que vous avez les pièces et en fait, vous allez pouvoir changer leur disposition. C'est-à-dire que une fois, une pièce, ça va être une barre, mais en fait, vous pourrez la bouger pour que finalement, ce soit un peu incurvé ou complètement replié pour faire une espèce de carré de 4. Et du coup, ça change beaucoup la façon de réfléchir. Le fait de réagencer les pièces pour pouvoir remplir son petit biome, sa petite colonie. Donc voilà, celui-là, il m'a pas mal plu. Après, il y a la Colline au feu follet. La Colline au feu follet, c'est un jeu qui va sortir chez Gigamic. Il nous avait déjà beaucoup hypé avec Alan avant. C'est le jeu qui a eu le Kinderspiel, donc le spiel du jeu enfant. Il est vraiment très chouette. Il sort dans pas longtemps, il me semble. Exactement, il va sortir la semaine prochaine. On verra au moment où cette vidéo sortira. Alors, c'est un jeu, effectivement, comme tu disais, qui a gagné le Kinderspiel, donc le prix du jeu enfant en Allemagne, qui est un prix ultra important. Et on avait hâte de l'essayer, du coup. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En fait, il y a une piste qui est légèrement incurvée comme ça. L'idée, c'est qu'à mon tour, je vais piocher une bille avec une couleur, d'accord? Dans chaque coin, on va avoir, vous voyez, des endroits où il va y avoir des points de couleur. À chaque fois, je vais partir du haut, je vais placer la bille, et en fonction de là où elle descend, ça va me permettre de toucher soit un personnage bleu. Dès que ça touche un personnage bleu, ce personnage va aller au prochain emplacement qui est de la couleur de la bille. Si jamais, du coup, en revanche, la bille tombe sur un endroit où il y a une sorcière, là, c'est une sorcière qui va avancer. Le but, il faut réussir à faire descendre un maximum de personnages bleus. Donc, il y a deux modes de jeu, un facile et un moyen. Et en revanche, du coup, si jamais à un moment donné, il y a les trois sorcières qui tombent avant les autres personnages bleus, là, on a perdu la partie. Ce qui est assez rigolo, en fait, c'est qu'il va falloir essayer d'anticiper. Tiens, attends, si je mets la bille là, je pense qu'elle peut tomber là. Mais par contre, si elle tombe de ce côté-là, ça va pas m'arranger. Ok, je vais essayer plutôt de la faire partir par là, tout ça. C'est cool, vraiment. Ça, c'est vraiment le jeu enfant qui nous a le plus hypé, le plus ambiancé. Ouais, c'est ça. Franchement, il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette, je vous le conseille fortement. Puis en plus, je crois qu'il sera pas si cher que ça. Il est quoi, 35 €, je crois? Il sait plus. On verra bien quand ça sortira. Alors, Buffet des monstres, ça c'est moi qui l'ai vu. J'ai bien aimé ce jeu. C'est un petit jeu format à bas, les petites boîtes, genre format Rhino Hero, fort comme un dragon. L'idée en fait, c'est que c'est une course, donc il faut être le premier à avoir emmené son bonhomme qui fait la première file de droite, puis ensuite la deuxième file de gauche, pour pouvoir gagner la partie. À mon tour, en fait, tout simplement, je vais lancer le dé et ça va me donner une couleur de plat que je n'ai pas le droit de révéler. Donc du coup, je vais avancer et c'est un système de stop ou encore. Donc j'avance, jusqu'à ce que soit je décide de m'arrêter et ça sauvegarde ma la progression, soit du coup je retourne une pièce de la mauvaise couleur et du coup je suis obligée de m'arrêter là et c'est comme si je n'avais pas avancé. Il y a également un petit côté mémoire parce que du coup vous voyez les pièces, on peut faire des zigzags en fait. Donc on peut essayer de se rappeler où sont les couleurs, regarder un peu ce que font les autres. J'ai vraiment bien aimé ce petit côté initiation au stop et encore des enfants. En plus c'est des jeux que j'aime bien. On passe à Fulifant. Fulifant, c'était sur la même table en plus. L'idée, c'est qu'en fait, il faut réussir à nourrir ses éléphants. Donc, du coup, il va falloir réussir à poser des cartes qui sont transparentes et recto-verso. Donc, on peut un peu les agencer comme on veut pour les poser sur ces éléphants et, du coup, le remplir en premier. Ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est que c'est un peu une initiation au jeu de draft. En fait, vous allez avoir deux cartes.
Vous en choisissez une que vous mettez sur votre éléphant et ensuite vous passez la carte au joueur suivant qui du coup va se retrouver avec 2 cartes et on va continuer comme ça. C'est vraiment sympa du coup de faire attention à ça. Je pense que c'est un jeu qui peut un peu durer dans le temps, même pour les enfants, parce qu'au début on va galérer, puis après on va réfléchir un peu plus de ah bah non je vais pas lui laisser celle-là, etc. Donc j'ai bien aimé celui-ci. Alors celui-ci c'est moi qui vais le voir. Regarde, forcément Manon c'est elle qui a fait tout Abba, Djeko et Smart. Donc tous les jeux Abba, Djeko et Smart et surtout Manon qui va parler plus que moi. Là du coup c'est un jeu enfant de chez Yellow qui a lancé leur gamme de jeux enfants Loki. Là ça va être un mélange entre du puzzle et du jeu de casse-tête solo. L'idée c'est que vous allez prendre une carte avec un défi. Comme dans les Smart Games ça va du plus simple au plus compliqué. Quand vous allez prendre une carte avec un défi, vous allez devoir essayer de refaire le puzzle comme c'est demandé, d'accord ? Vous allez placer les pièces, du coup, et ainsi de suite. Et vous allez placer l'incendie, donc le petit point rouge que vous voyez sur les tournesols, à l'endroit où c'est demandé sur la carte, d'accord ? Ensuite, les autres tuiles vont être retournées, elles vont forcément indiquer les chemins. On va avoir un camion de pompiers qui va démarrer à un endroit et il va falloir trouver la solution pour placer les pièces pour que le camion de pompiers atteigne l'incendie en question pour pouvoir l'éteindre. C'est du plus simple au plus compliqué, ce ne sera pas forcément extrêmement cher, donc on va être à 22, là vous voyez les prix sous les yeux. Et Yellow essaie de partir sur la mode des jeux solo du coup avec les Smart Games et compagnie. Et du coup, je trouve qu'ils ont une bonne porte d'entrée avec celui-ci. En jeu un peu casse-tête évolutif, on n'a pas mis les photos là, mais il y a aussi Abba qui essaye de s'y lancer pour faire des jeux pour les petits que j'ai bien aimé aussi, mais bon, on a dit qu'on vous allait pas vous en mettre dans la figure, donc on les a pas mis. Celui-ci, c'est l'adaptation du Rallye des vers de terre. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, un jeu où du coup, il fallait passer des morceaux de vers de terre pour essayer d'être le premier à arriver au bout. Ils l'ont adapté en jeu de cartes avec un côté mémoire. Il est vraiment sympa, franchement. Alan il était bien content dessus et moi aussi. En gros, l'idée, c'est que à mon tour, je vais devoir poser une carte face cachée sur la table et je vais devoir prendre une des cartes face cachée pour l'ajouter à mon ver de terre. On va faire ça sur un certain nombre de tours. De tête, c'est 9 tours. Et il faudra du coup être celui qui aura le plus grand ver de terre. Donc il y a un petit côté, je cache ça là, en espérant que les autres la révèlent pas. Ou alors, ouais, ils vont se dire qu'ils vont la prendre. Et du coup, moi, je vais en prendre une qui va être plus grande. J'avoue, j'ai bien gagné sur ce jeu. Ils étaient très frustrés. C'est un bon jeu 4 ans, un petit jeu de cartes que des jeux 4 ans, un peu de jeu de cartes, à part les Mystic Reroute, il n'y en a pas forcément énormément. Il y en a quand même quelques-uns, du coup, mais celui-ci a un petit côté variante du Memory une énième fois, qui est assez rigolo, et même nous, entre adultes, du coup, on s'est un peu éclaté quand même. Ah non, ça c'est moi qui vais en parler, j'ai adoré. C'est un jeu que j'ai vu à Cannes, c'est trop bien. Clé Magique, c'est un jeu pour 5 ans et plus. C'est un jeu stop ou encore. L'idée c'est qu'à mon tour, je vais prendre des dés, je vais les lancer. En fonction des symboles que je vais avoir sur les dés, ça va me permettre d'avancer sur la piste, d'accord ? Vous avez des clés sur la piste. Plus je vais aller loin sur la piste, plus les clés vont avoir des chances d'ouvrir un coffre. Il y a un coffre qu'on ne voit pas sur la photo. Quand je m'arrête à un endroit, si je décide de ne plus lancer les dés, je prends la clé de l'endroit où je suis, je vais tester la clé sur le coffre. Si le coffre s'ouvre, je récupère des diamants dedans, et du coup on passe au joueur suivant, le personnage revient au début. En revanche, si je suis un peu trop gourmand en lançant mes dés, et qu'à un moment donné j'ai 3 symboles qui fait que je dois m'arrêter là, dans ce cas-là, le joueur suivant va commencer à l'endroit où je me suis arrêté. Donc en fait, tout le chemin que je me suis parcouru tout seul, c'est l'autre qui va en profiter. C'est là où c'est un peu rigolo, ça va pas être à chaque fois on va repartir au début, ce qui fait que des fois avec un peu de chance, il y en a un qui va se rater juste avant moi, ça va me permettre d'atteindre la clé dorée au château qui est forcément plus intéressante. Il y a un petit truc en plus, c'est ce qu'ils nous expliquaient sur le festival, du coup, c'est qu'en fait, dans chaque région de couleurs, vous voyez, il y a des couleurs, il n'y a qu'un certain nombre de clés qui peuvent ouvrir le coffre. Donc, il peut aussi y avoir un petit côté mémoire, essayer de se rappeler, ah ben non, celle-ci, elle marche pas, etc. Ou un petit côté statistique, qui est assez sympa. Là, c'est vrai que dans les jeux enfants, cette année, on est assez gâtés. Il y a des années où on n'a pas forcément beaucoup de nouveautés jeux enfants. Là, c'est assez cool. Entre Clé Magique, Dodo, qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi chez Yellow, et aussi Colline au Faux Follet. Enfin, il y a vraiment des jeux enfants assez fous cette année. Je pense que la sélection Asdor l'année prochaine va être plus compliquée. Encore un jeu enfant qui nous a pas mal plu aussi. Désolé, on a pris juste une photo de la boîte, on a oublié de prendre une photo du plateau. En gros, c'est un jeu de pirates où du coup, il va falloir essayer de faire tomber les autres. On est sur des planches qui sont légèrement aimantées sur le plateau, vous les voyez un petit peu sur la droite. Alors, le bateau pirate en bois qui est derrière, c'est pas dans la boîte, hein, on va pas rêver. C'est un jeu que j'avais à la Ludo à l'époque.
Et du coup, la planche, du coup, elle est aimantée et du coup, vous allez avancer un peu vos petits éléphants pirates dessus, mais vous allez pouvoir envoyer des obstacles aux autres et du coup, ils vont devoir les mettre loin. Et du coup, il y a un côté gérer le poids en fait pour pas que ça se casse la figure et du coup, être le dernier encore disponible. Je crois de tête que c'est le dernier jeu enfant de la liste, c'est Mysterium Kids. Moi, je l'avais animé au Festival des Jeux de Parthenay. Ça reprend un peu la logique de Mysterium dans le sens où il y a un fantôme qui doit vous faire deviner des choses, sauf que là, en fait, vous ne faites pas deviner avec des jolies cartes illustrées. Non, vous faites deviner avec une espèce de petit tambourin. Et il va falloir faire des bruits, du coup, avec gratter dessus, taper dessus, etc., pour faire deviner des cartes aux autres joueurs. Et ils vont réussir à en faire deviner un certain nombre. Il est vraiment très sympa. Ouais, ça renouvelle un peu, c'est assez chouette. Là, on va passer aux jeux un peu plus tout public, on va dire. Pas forcément des jeux extrêmement complexes, c'est assez varié. Du coup, il y a des jeux, parfois ça va être des petits jeux d'ambiance, des fois ça va être des jeux de plateau. Et là, on va commencer avec Lockdown. Alors là, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust parce que c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Zombie, la blonde, la brute et le truand, qui a été réédité il y a 10 ans sous le nom City of Horror. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à l'époque, le premier jeu. Du coup, bref, c'est un jeu semi-coopératif. Là, l'idée, c'est que vous allez jouer une famille qui va être enfermée dans un centre commercial. Le centre commercial va se remplir de zombies au fur et à mesure. C'est un jeu de bluff où il va falloir essayer de choisir à quel endroit on va aller. Il y a la salle du coup de surveillance, il va y avoir le parking, il va y avoir la salle où on peut récupérer des vivres et ainsi de suite. Il va falloir à chaque tour décider où est-ce qu'on va se déplacer. Et également, à chaque tour, on va lancer des dés sous un petit, un petit cache. Le joueur qui va être dans la salle de surveillance va pouvoir voir ces dés-là. Donc à l'avance, il sait où est-ce que les zombies vont arriver. À chaque fois que des zombies vont arriver à un endroit, si jamais il y a plus de zombies que d'humains, du coup, il va y avoir un mort. Et un peu à la manière de Galérapagos, du coup, quand il y a un mort, on va choisir qui va mourir, du coup, dans la salle. Seulement, tout le monde n'a pas les mêmes voix. Le père de famille va avoir plus de voix que l'enfant, forcément. Donc, il va falloir jouer un petit peu par rapport à ça. C'est un jeu un peu d'enfoiré, on va pas se mentir. Et c'est assez rigolo. Et là, l'édition, Gregame, a fait un truc assez exceptionnel. C'est tout le matériel, les planches, le plateau, tout ça, c'est fait en bois avec de l'imprimé dessus. Vraiment, c'est un superbe effet et c'est pas excessivement cher. Je crois qu'il sera 39 €. Pour le matériel, c'est assez incroyable. Par contre, malheureusement, ils vous vantent le matériel, mais avec tous les jeux qu'on a vus, on a oublié de prendre la photo. Désolé. Des fois, il n'y aura pas de photo ou des photos pas top. Ou la photo de l'éditeur. Ou tout simplement la photo du site de l'éditeur parce que on a oublié. Bristol, ça c'est Alan qui va vous en parler. Encore un jeu d'enfoiré. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est un jeu où on a sûrement le visuel. Voilà, c'est ça. Vous allez être dans des charrettes. Le but, du coup, c'est qu'il va falloir réussir à arriver au bout sain et sauf. Je dis bien sain et sauf parce qu'à chaque tour, vous allez lancer les dés, essayer de faire avancer comme ça au fur et à mesure, d'accord ? Et à chaque tour également, vous allez devoir jouer des cartes et les échanger par rapport à celles qui vont être mises au milieu. Et parfois, en piochant des cartes, vous allez malheureusement avoir la peste. Si vous avez la peste, c'est mort, vous ne pourrez plus vous en soigner. Donc, quitte à mourir, autant emmener les gens avec nous. Vous allez essayer de pousser les autres en dehors de la charrette, ou ainsi de suite. L'idée, c'est de falloir deviner qui va être quoi, qui va être malade dans les charrettes. À chaque fois, pousser les autres, changer de charrette, ou ainsi de suite. C'est un jeu d'enfoiré, beaucoup d'aléatoires. C'est un jeu de 1 à 9 joueurs de mémoire, mais en vrai, c'est à partir de 4 joueurs que ça devient un peu intéressant. Et il y a un petit playmat dans le plateau, ça va être vendu 28 € de mémoire. Et pareil, un matériel qui est pas si mal que ça. Et comme vous pouvez le voir du coup sur la photo d'avant que je viens de remettre, il y a le Tortuga marqué à côté. En fait, c'est une collection où ils se disent si le premier fonctionne, eh ben ils vont sûrement en sortir d'autres. Flamecraft, il est trop joli ce jeu. C'est pour revenir du coup rapidement sur la gamme avec Tortuga et Bristol, du coup, il y a une gamme de 3 autres jeux effectivement qui est prévue si jamais il y a du succès. Mais bref, l'idée du coup aussi c'est que Flamecraft, on est sur un jeu assez familial avec un petit peu de règles. Tout ça, c'est le matériel du jeu. On va être sur un jeu de gestion de ressources, entre guillemets, où vous allez devoir emmener vos dragons à différents shops pour essayer de récupérer des objets. Vous allez devoir essayer de revendre les objets, les récupérer.
Alors attends, non, montre pas tout ça parce qu'en fait c'est la version collector, du coup reviens un petit peu avant. Mais bref, vous allez devoir essayer de vendre des objets, les acheter, et si vous arrivez à amener des dragons légendaires du coup sur certains marchés, le magasin va devenir de plus en plus intéressant parce que forcément il va produire plus de ressources et ainsi de suite. Il va falloir compléter des objectifs pour gagner des points. C'est un jeu du coup avec un super matériel. Là le plateau de jeu c'est un playmat à l'intérieur, il y a des pièces, il y a des pions de dragons imprimés. Ça va être seulement à 35 € en vrai, je trouve que on a beaucoup de jeux qui vont être à des prix assez élevés en fin d'année, on va pas se mentir, avec un petit peu tout ce qui se passe en ce moment. Là, c'est cool, on va avoir un jeu complet, beau matériel, pour un prix tout à fait honorable. Et justement, pour les gens qui veulent quand même dépenser plein de sous, ils vont nous sortir la version collector avec des figurines, des pièces métal, des ressources imprimées, tout ça. Bon, ça c'est pour les fans du coup, et ce sera à 90 €. Et là, je vais vous parler de Splendor Duel. Alors là, tout de suite, vous allez me dire, mais pourquoi faire un Splendor Duel? Parce que Splendor, ça se joue bien à deux. Je suis la première à lui avoir dit. Et en fait, du coup, ça va être... En fait, c'est comme si c'était un Splendor où Bruno Catala est arrivé et dire, attendez, tenez ma bière, je vais vous changer un petit peu tout ça. Ça va se jouer uniquement pour 2 joueurs. Vous allez avoir un plateau central avec toujours les jetons de ressources. Et comme à Splendor normal, vous allez faire à votre tour une action parmi 3. Maintenant, vous allez pouvoir prendre des jetons, 3 jetons directement sur le plateau. Pour prendre 3 jetons, vous devez forcément prendre des jetons en ligne, en diagonale, en latéral ou ainsi de suite, d'accord? Quand je vais prendre 3 jetons, je vais les récupérer. Ou alors, autre action possible, je peux prendre un jeton doré, un joker. Ça me permettra toujours de réserver une carte de ce qui est au-dessus, d'accord? Par contre, du coup, vous allez également pouvoir dépenser ces jetons pour récupérer des cartes. Les cartes vont, comme dans l'autre Splendor, vous permettre d'acheter plus facilement d'autres cartes, mais également certains vont avoir des effets, du coup, en jeu qui vous permettront de piquer des cartes à l'autre ou ainsi de suite. Il y a une autre mécanique qui est intéressante, c'est que parmi les jetons qu'il y a en dessous, maintenant il y a une nouvelle ressource qui sont les perles, celles que vous voyez rose en bas à gauche. Si jamais à un moment donné vous prenez 2 perles, l'autre joueur, l'adversaire, va récupérer du coup un parchemin. Si jamais à un moment donné vous prenez 3 jetons identiques, l'adversaire va également prendre un parchemin. En gros, quand vous faites des actions fortes, vous donnez un parchemin à l'adversaire. Et les parchemins, ça va être des bonus, des actions secondaires ou ainsi de suite, des choses qui vont donner un énorme avantage à l'autre. Tout va se calculer. Si je fais ça, ça l'aide un peu trop vite, je vais peut-être pas refaire ça, ça va peut-être trop l'aider. Bref, du coup, à chaque fois, il va y avoir un dilemme qui va se créer. C'est un peu la différence qu'il va y avoir entre Seven Wonders et Seven Wonders Duel. On va retrouver un ADN commun aux deux jeux, mais c'est un jeu finalement assez différent, même un peu plus tactique, un peu plus offensif. Du coup, il y a plus d'interactions ou plus d'interactions indirectes qui va se créer entre les joueurs. Ça a l'air super malin et je crois, pareil, j'ai pas noté les prix, c'est ma grosse erreur, mais de mémoire il a 25 et toujours on a les jetons de poker, on a les cartes, on a les pions, enfin vraiment c'est assez consistant et ça a l'air vraiment vraiment très très cool. Chronique de Havel, là pour le coup c'est moi qui vais vous en parler parce que en plus de l'avoir vu à Vichy, je l'ai animé sur Partenay. C'est un jeu qui était un peu en avant-première sur le festival, du coup les boutiques pouvaient à l'occasion le vendre. C'est un jeu qui reprend un peu le principe de tower defense et d'exploration. En fait on est sur un jeu coopératif, il va falloir qu'on explore un petit peu pour préparer l'arrivée de l'espèce énorme météorite qui arrive et qui va du coup nous détruire et essayer de venir assaillir notre tour, d'où le côté tower defense. L'idée du coup c'est qu'à votre tour vous avez le droit à 2 actions, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir taper sur les monstres qui sont là, mais attention les monstres ils vont repopper, ils vont revenir, il faudra bien les taper au bon moment. Mais en même temps il faut explorer pour pouvoir construire des murs, pour pouvoir poser des pièges, pour détruire un peu les méchants. C'est un jeu familial, hein. Franchement les règles sont pas compliquées, le matos c'est super sympa parce qu'en plus vous avez votre aventurier et c'est un plateau cranté, un plateau sur 2 couches en gros, et du coup vous allez mettre l'équipement dessus, mais vous n'avez pas une place limitée, y compris dans votre sac, donc il va falloir faire un peu attention à tout ça. Il est vraiment sympa, et le truc qu'on a vu en plus, c'est que l'année prochaine, il y a une extension qui va sortir. Fun fact, un jeu qui on a reçu en avant-première d'ailleurs, du coup on pourra vous le faire tester lors des prochaines soirées jeux. C'est le nouveau jeu d'ambiance dans la gamme Just One So Clover. On va être un jeu qui va un peu ressembler à Top 10 sur certains aspects. L'idée du coup c'est que chacun va avoir une espèce de petite flèche qu'on voit au centre. On va mettre notre nom sur un des côtés et on va également piocher une carte avec une espèce de question. La question ça va être par exemple combien de chapeaux ou de bonnets vous avez chez vous, d'accord? Vous allez marquer du coup j'en ai 3, j'en ai 4, ou ainsi de suite. Bref. Ensuite, il y a le premier joueur, celui qui a posé la question, qui va mettre son numéro au milieu. Mais son numéro caché, on ne saura pas c'est lequel. Et puis le joueur d'après va devoir se dire, ah, est-ce que j'en ai plus que lui ou est-ce que j'en ai moins que lui?
Ok, je vais me mettre au-dessus ou en dessous. Le jour d'après, il va dire, ah, est-ce que je suis entre lui? Est-ce que je suis au-dessus de lui? Vous avez vite compris qu'on est un jeu qui va ressembler un peu à du timeline et un mélange avec du top 10, où il va falloir se jauger un peu par rapport aux autres et aussi juger les autres, bien évidemment. C'est un peu rigolo à jouer aussi. On est sur un bon jeu d'ambiance, du coup, toujours avec du matériel un peu quali en plastique, du coup, assez rigide. Et alors là, on l'a pas testé, on va attendre de le tester, mais ça a l'air vraiment très cool. Donc dès qu'on va pouvoir le faire jouer en bar, on pourra se rendre compte plus facilement de l'intérêt ludique de la chose. Autre jeu qui va ressembler un peu à Timeline, dis donc, c'est Hitster. Hitster, en fait, on est sur un jeu vraiment comme Timeline, mais à base de musique. En gros, je pioche une carte, il y a un QR code dessus. Je scanne le QR code, ça va me donner un extrait de musique. D'accord? L'extrait de musique, du coup, je vais devoir deviner c'est quelle chanson et je vais devoir la situer par rapport aux autres cartes qui ont été faites avant. Est-ce que c'était entre avant ou après Je t'aime de Lara Fabian? Est-ce que ça a été avant ou après Get Lucky ou ainsi de suite? Je vais devoir me jauger en fonction des dates de sortie des chansons, tout simplement. Un blind test musical à base de timeline. Oui, j'ai trié les photos, je suis un peu fourbe. J'ai mis des jeux qui se ressemblaient des fois un peu à la suite des autres. Là, il y a Discover qui, lui, par contre, m'a beaucoup, beaucoup hypé. En gros, vous allez prendre un CD, une playlist, votre playlist Spotify, etc. Et du coup, vous allez écouter un morceau. Vous écoutez un bout du morceau. Et en fait, chaque joueur va devoir voter pour la carte qui, pour lui évoque le plus le morceau. Soit ça va être des souvenirs, soit ça va être parce que l'ambiance du morceau, etc. Et il va falloir essayer, un peu comme dans un Dixit, de faire un peu comme les autres. Et on va faire 9 manches. À la fin des 9 manches, du coup, on va mettre les 9 cartes et ça va faire un peu le truc de la partie. Sachant qu'en fait, vous pourriez tout à fait renvoyer la playlist à des potes pour voir si eux, ils arriveraient au même résultat. C'est vraiment, vous jouez avec vos musiques, vos goûts. Vous pouvez mettre des trucs que vous adorez, vous pouvez mettre des trucs tout pourris, juste pour rigoler et passer un bon moment ensemble. Moi, celui-là, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ah, on a vraiment pas mal apprécié, même avec les collègues des autres sortilèges. Du coup, on a vraiment été pas mal ambiancé. L'idée, c'est vraiment d'essayer de retrouver. Bah tiens, on met une chanson. C'est quoi la cover du coup du disque du coup ou du vinyle. Et pareil, ils ont fait appel à plein d'illustrateurs différents. C'est pas un illustrateur qui a fait toutes les jaquettes. Là, on est vraiment sur plein d'illustrateurs différents. Il y a même un livret qui récapitule tous les illustrateurs qui ont travaillé dessus. Vraiment, c'est cool. Ben, pourtant, sur le papier, c'est juste un Dixit du coup avec de la musique, mais pareil, c'est vraiment top quoi. Une extension de Colt Express qui arrive bientôt. Là, en fait, ils se sont dit, mais tiens, et si on faisait intervenir un deuxième train? L'idée, c'est qu'en fait, la partie, il y a deux trains qui vont se croiser, et bah, la partie va se jouer là-dessus. Vous allez devoir, pareil, essayer de passer d'un train à l'autre, ou toujours dans le même train, descendre, monter, ou ainsi de suite. Vous allez avoir des nouveaux personnages, des nouvelles cartes. Il y a toujours le principe d'essayer de piquer de l'argent, tout ça. Sauf que là, à la fin, il va falloir réussir à revenir sur le train principal, parce que si jamais la partie se termine et que vous n'êtes pas sur le bon train, bah, vous êtes carotte. Va falloir également, de mémoire, je crois qu'il y a un mode également en équipe. Vous pourrez jouer en équipe, du coup, où là, bah, vous pourrez essayer de vous entraider entre vous, mais en même temps tirer sur les autres. Sauf que des fois, bah, en essayant de tirer sur l'adversaire, vous allez mal programmer, vous allez tirer sur votre coéquipier. C'est des choses qui arrivent. Autre jeu qui sort ou qu'on a oublié de prendre les photos, mais on a la démo et de toute manière, ça sort cette semaine. C'est District Noir, c'est dans la même collection qu'avait sorti Jekyll et Hyde, du coup, un petit jeu de cartes pour 2 joueurs. Une mécanique toute simple. En fait, un tour de jeu, c'est très simple. Soit je joue une carte, soit j'en récupère 5 au milieu, d'accord? Sachant que quand j'en récupère 5, je suis obligé de récupérer les cartes qui sont de la gauche vers la droite, d'accord? Donc soit je joue une carte, soit j'en récupère une autre. Donc vraiment, les règles, on ne peut pas faire plus simple à expliquer. Après, il y a plusieurs manières de scorer. Soit je me maximise sur certaines cartes, soit j'essaie de varier pour marquer des points différents. Soit si jamais à un moment donné, j'arrive à avoir les trois cartes bâtiments différentes, j'arrive à immédiatement remporter la partie. Sous une simplicité de règles, ils ont réussi à faire un jeu avec un enjeu qui est vraiment intéressant et avec un style graphique qui est vraiment propre à lui. C'est vraiment très très cool. On a vraiment passé un bon moment et pareil, beaucoup de nos collègues des autres sortilèges étaient assez unanimes avec nous. Ils ont vraiment vraiment beaucoup aimé. Un autre jeu, toujours dans le côté un peu gangster. Là, on est sur un jeu d'enquête. Opération Eclipse, c'est déjà un jeu que j'avais pas mal repéré à Cannes. Le principe, c'est un jeu d'enquête qui se joue en une seule fois, hein, comme les Unlock, comme les Sherlock ou ainsi de suite. Vous ouvrez la boîte, vous allez avoir plein de contenu. Dans le contenu, vous allez avoir une banque, du coup, le plan d'une banque, les emplois du temps des salariés, vous allez avoir des photos de quand ils sortent du travail ou ainsi de suite. Bref, votre but, c'est de préparer un braquage.
Vous avez 1 heure pour essayer de prendre toutes les données, toutes les informations et essayer de préparer le braquage au mieux. À quel moment faut intervenir? Quel employé serait le plus susceptible de craquer et nous donner l'argent, ou ainsi de suite. Il va falloir tout préparer à l'avance. Une fois qu'on est prêt, là, on va lancer l'application. Et l'application va nous poser les questions où il va falloir à chaque fois prendre les bonnes décisions pour que le braquage se passe au mieux et repartir avec le plus d'argent possible. C'est vraiment un jeu d'enquête, mais où il ne faut pas trouver un meurtrier, où il faut faire quelque chose qui change un peu. Et c'est vraiment très très cool. Une extension de Living Forest. Alors, cette extension de Living Forest, moi, pour ceux qui le savent, je suis pas hyper fan de Living Forest de base, mais du coup, apparemment, elle rééquilibre un petit peu les petits défauts qu'il y a pu avoir dans Living Forest, notamment, du coup, les fleurs. L'éditeur nous disait que, du coup, sur BGA, ils ont vu un peu les stats de comment les gens gagnaient et ils se sont rendus compte que les fleurs, les gens, ils jouaient quasiment jamais avec. Donc du coup, l'extension du coup rajoute un vrai intérêt à ça. Du coup, elle a l'air vraiment très sympa pour renouveler le jeu et l'enrichir et rééquilibrer là où il peut y avoir des soucis. Là, l'idée maintenant, c'est que les fleurs, en plus d'être toujours dans l'une des 3 conditions de victoire, va vous permettre d'embâcher des Kodama, qui sont des nouvelles cartes. Ces cartes-là ont des effets assez particuliers. Et en plus, vous avez maintenant des nouveaux arbres, ceux que vous voyez en bas à droite. Ces arbres-là, en fait, vont avoir des effets en fonction du nombre de Kodama que vous avez dans votre pioche. Donc ça va avoir un nouvel intérêt de récupérer des fleurs et plus justement être une condition de victoire qui était un peu plus difficile à atteindre. Look at the Star, un flip and write. Oui, encore un jeu à cocher. Et c'est pas le seul, il y en aura d'autres du coup durant cette... Ouais, mais c'est trop bien les jeux à cocher. Oui, mais il y en a qui n'aiment pas. Bon, si vous n'aimez pas les jeux à cocher, vous n'aimerez pas plus celui-ci. Du coup, normalement, il y a un visuel, c'est ça. L'idée, du coup, c'est que vous allez devoir essayer d'observer les constellations dans le ciel. À chaque fois, on va avoir des cartes au milieu qui vont nous donner des tracés. Il va falloir dessiner ces tracés sur la feuille, d'accord? Enfin, sur la feuille, sur le bloc, du coup, qui va être là. Puis, on va faire un autre tracé, puis un deuxième, puis un troisième. Vous allez marquer des points en essayant de varier les constellations. Plus vous allez essayer de faire des constellations à 8 branches, à 7 branches, à 6 branches. Plus vous allez en varier, plus vous allez gagner des points. Sauf que le problème, c'est que à chaque fois que je suis obligé de dessiner du coup le symbole qui est sur la carte, ça rentre pas forcément là où je veux. Donc ça, en le plaçant, ça va peut-être bloquer ce que je voulais placer avant. Vous allez gagner également des points si vous arrivez à entourer des planètes du coup avec vos constellations. Parfois, vous aurez des étoiles filantes. Vous pourrez décider de la longueur des étoiles filantes. Plus l'étoile filante est longue, plus elle vous rapportera de points. Mais attention, plus elle va être longue, plus ça va vous emmerder du coup sur comment placer les autres constellations. Il y a également des objectifs à accomplir. La thématique est vraiment bien faite et puis au fur et à mesure du jeu, en fait, le soleil va se lever, ce qui fait que la ligne, vous voyez, il y a des flèches sur les côtés. Plus on va avancer dans le jeu, plus il y a des endroits où on ne pourra plus placer de constellations parce que forcément le soleil se lève et on les verra plus. C'est beau, c'est malin, on peut jouer jusqu'à 8 joueurs de mémoire et c'est un jeu qui est vraiment top du coup et qui est un flip and white un peu original. Pareil, là, il y a Micro Macro dans les jeux ultra attendus. La 3e boîte. Pas besoin de s'étendre si vous connaissez déjà Micro Macro, c'est vachement bien. Oubliez pas une chose, Micro Macro, faut bien garder du coup les boîtes parce que à la fin, quand il y aura la 4e boîte, parce qu'il y a 4 boîtes d'annoncés, vous pourrez rassembler les 4 posters pour faire une gigantesque ville et il y aura des enquêtes qui seront en commun dans ces 4 posters. Effectivement, et l'éditeur nous l'a confirmé. Kawale, c'est un jeu du coup dans la gamme des jeux abstraits de Gigamic, là où vous allez avoir Quarto, Corridor, Quixo, Squadro, etc., Quantique. Et du coup, ils le font un peu sur la mécanique de l'Awale. Donc en fait, pour ceux qui connaissent pas, vous allez prendre du coup une pièce à votre tour, chacun a sa couleur, vous la posez sur un morceau du plateau, et vous allez du coup prendre toutes les pièces de cette colonne et les semer, c'est-à-dire en laisser un par case. L'idée, c'est d'être le premier à réussir à faire une ligne de 4, horizontale, verticale ou diagonale, comme d'habitude. Il va falloir du coup réussir à recouvrir l'autre, mais en même temps réussir à s'étaler, avec cette petite mécanique qui est assez chouette. Là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur la gamme mini, il faudra qu'on voit ce que ça donne, parce que j'avais peur que ça glisse. Mais ça, faut voir. Là, pour l'instant, on l'a vu en format standard classique, mais ça a l'air vraiment sympa. De toute manière, comme pour Squadro, comme pour Quantique, ils vont d'abord sortir la version classique et plus tard la version mini, c'est sûr qu'ils vont le faire. Alors, on verra, du coup, effectivement, moi ça m'avait pas choqué, mais c'est vrai que du coup, toi et également nos collègues d'Angers étaient un peu sceptiques sur la version mini, donc on verra, du coup. Alors, là, je vais vous parler surtout du jeu à droite, parce que le jeu de gauche, j'ai eu une présentation rapide, et malheureusement, du coup, j'ai pas forcément tout retenu, du coup, du principe. Sachez juste que sur le jeu de gauche d'Urian, du coup, c'est un jeu de cuisine où il va falloir essayer de compléter des commandes dans un magasin, mais si jamais il y a des gens qui sont trop gourmands et qui font des ventes dont ils n'ont pas l'autorisation, là, on a une petite clochette où on peut appeler les patrons et ils vont se faire réprimander.
c'est le pitch. Ne m'en demandez pas plus, je n'y ai pas joué, je n'ai même pas vu beaucoup de matériel, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. En revanche, Scout. Scout, du coup, c'est un jeu qui a été également nommé au Spiel, le prix du jeu de l'année en Allemagne. Donc c'est Cascadia qui l'a gagné, youhou, c'est trop bien, ça les valait grandement. Scout, en fait, c'est un jeu de cartes qui va reprendre la mécanique qu'on avait déjà vue dans Caro Combo. C'était un autre jeu qui était nommé à l'As d'Or. Le principe, c'est que vous avez des cartes en main avec des valeurs. Et surtout, l'intérêt, c'est que les cartes, vous n'avez pas le droit de les mélanger. Il va falloir faire des suites, des paires, ainsi de suite, pour essayer de gagner des points. Sauf que, vu que vous n'avez pas le droit de mélanger les cartes dans votre main, pour pouvoir faire une suite, il faut que mon 1, 2, 3 dans ma main, les cartes soient l'une à côté de l'autre. Et ça va reprendre la mécanique de Caro Combo, mais là, au Caro Combo, on était sur un jeu un peu, on va dire, de survie. Du coup, il fallait essayer de tenir le coup le plus longtemps possible. Là, du coup, ça va être un peu plus tactique. Il y aura moyen de récupérer d'autres cartes. Ça a l'air vraiment très très bien. Et c'est un peu annoncé comme un nouveau classique de la gamme Oink Game après Deep Sea Adventure, Insider et ainsi de suite. Sea Salt Paper. Un jeu assez attendu. C'est un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Désolé, on n'a pas nommé tous les auteurs de tous les autres jeux. On va essayer de se rattraper en publiant la vidéo, en faisant un peu un descriptif avec tous les auteurs et illustrateurs. On a fait ça un peu vite, on tient à s'excuser tout de suite. Bref, Sea Salt Paper, c'est un petit jeu de cartes, vraiment petit. Le format de la boîte est vraiment ridicule. Enfin, j'ai dit ridicule, c'est un mot péjoratif, mais vraiment tout petit. C'est pas plus gros qu'un Deep Sea ou voire juste un poil plus, quoi. Et pour une fois, c'est fabrication française, du coup. Donc ça, c'est fabrication européenne, du coup, je dis des bêtises. Et voilà, bref. L'idée de Sea Salt Paper, vous allez... On n'a aucun visuel, du coup, malheureusement. Mais bref, on va avoir des cartes avec des effets, d'accord? À votre tour, vous allez soit prendre l'une des cartes dans l'une des deux défausses, parce qu'il va y avoir deux défausses au milieu, soit vous prendrez des cartes dans la pioche. Quand vous prenez les cartes dans la pioche, vous en piochez deux, vous en choisissez une des deux, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'il va falloir faire des paires de cartes qui ont le même symbole. Quand vous jouerez des paires, ça va activer un pouvoir pour récupérer une carte au milieu, piquer une carte à l'adversaire, ou ainsi de suite. Et surtout, ça va vous marquer un point. Vous allez avoir des cartes aussi avec des objectifs, que ceux-là, vous n'allez pas les jouer. Mais ceux-là, ces objectifs vont vous rapporter des points. Si à un moment donné, vous avez 7 points ou plus, soit vous dites aux autres, stop, on s'arrête là. Dans ce cas-là, tout le monde dévoile ses points. Le joueur qui a le plus de points, on va tous cumuler notre score, et on va recommencer une nouvelle manche. Et le premier joueur à atteindre 30 points et à dépasser remportera la partie. Mais si jamais je vais être un peu plus vicieux, au lieu de dire stop, je peux dire, allez, une dernière chance. Dans ce cas-là, au lieu de s'arrêter tout de suite, les autres joueurs vont rejouer un dernier tour. Là, on va dévoiler le score. Et si jamais je suis le joueur, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on s'arrête à faire un dernier tour, si je suis le joueur qui a le plus gros score, eh ben les autres joueurs ne marqueront aucun point. Ce petit twist en termes de règles, qui rappelle un peu aussi une règle de Skijo, il faut savoir du coup effectivement l'utiliser au bon moment. Il y a moyen d'être un peu putissier avec les autres joueurs. C'est un jeu qui demande de faire plusieurs parties pour vraiment voir la richesse, la profondeur. C'est pas juste un simple jeu du coup, c'est un peu plus profond qu'il n'y est pas et c'est vraiment très cool. Je voulais dire un dernier truc dessus. Il y a aussi les cartes sirènes. Et en fait, tout le design, en fait, c'est vraiment, vous voyez, là, ils ont mis des petits origamis autour, mais c'est vraiment basé sur des dessins origami. Donc, c'est assez chouette. Et les sirènes, en fait, du coup, elles vont vous rapporter des points plus vous avez de cartes d'une couleur. Mais si vous arrivez à avoir les 4 sirènes, vous gagnez immédiatement. Donc, les sirènes, c'est pas mal. Peter Pan. Peter Pan, c'est un jeu qui va sortir chez Matago. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu L'île au trésor. L'île au trésor, du coup, où vous aviez un pirate et du coup, les autres pirates devaient réussir à battre Barbe Noire. Mais c'était quand même un jeu chacun pour soi parce qu'on est des pirates, faut pas déconner. Où il fallait du coup dessiner sur le plateau pour se balader, etc. Là, ça reprend la même mécanique, mais en full coop dans l'univers de Peter Pan. Il va donc falloir réussir à retrouver les enfants perdus. Donc chaque joueur va avoir sa petite fiche un peu transparente qu'on va glisser. Et sur cette fiche, du coup, vous allez cocher un endroit où vous choisirez où est votre enfant perdu, qu'il faudra faire retrouver à son joueur de gauche de tête. Et également des emplacements où il y aura toutes les troupes du capitaine Crochet. Donc il faudra réussir à donner des indices à son joueur de gauche pour qu'il puisse aller retrouver où vous avez caché votre enfant perdu en dessinant sur le plateau pour se balader. Vous avez aussi la petite jauge, je ne sais pas si vous voyez les petites mains de plus sombre au plus clair qu'il y a sur le plateau du personnage. Du coup, vous allez pouvoir lui dire alors là, mon indice, je te le donne, mais faut pas que tu ailles trop loin. Ou vous allez pouvoir un peu jauger, va un peu loin, va pas trop loin, ou l'écoute pas trop, etc. Parce que les indices, c'est ça, tu chauffes, tu refroidis, comme dit Alan à côté.
Parce que les indices, vous pouvez les donner, mais en fonction de cartes que vous aurez piochées. Vous n'allez pas pouvoir faire forcément toujours ce que vous voulez. C'est un jeu qui nous a pas mal plu, parce qu'en plus, l'île des pirates, on aimait bien, nous, l'île au trésor. Donc voilà. C'est vrai que l'île au trésor était un petit peu plus complexe. Là, il a réussi à épurer la mécanique au maximum, à enlever du matériel qui était un peu plus sensible et qui cassait un peu plus facilement aussi dans l'île au trésor, et à le rendre full coop avec une idée de, on n'a pas trop de parler, on va essayer de donner des indices aux autres joueurs à chaque fois en disant les indices, il est plus ou moins intéressant. Non, c'est vraiment très cool. Ça, je pense, dans les jeux de fin d'année, en jeu en famille plus, c'est vraiment un jeu qui est vraiment, ouais, qui est vraiment cool. Et puis c'est Jérémy Fleury qui fait les illustrations, c'est magnifique. Ouais, bref. Piège obscur, jeu d'exploration un peu à la Subterra. Vous savez, vous allez poser des tuiles, essayer d'avancer et d'explorer pour trouver la sortie et essayer de marquer des points. Sauf que là, vous allez vous éclairer uniquement à la force d'une bougie. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est un jeu coopératif. Vous allez devoir essayer de vous éclairer à la force d'une bougie. Sauf que plus vous allez avancer sur une tuile, plus vous allez retirer les tuiles d'avant. Parce que forcément, la bougie fait que vous ne voyez pas non plus toutes les tuiles aux alentours. Et plus vous allez avancer dans le jeu, plus les tuiles que vous allez piocher dans le fond, c'est la bougie qui va fondre au fur et à mesure. Et si jamais vous n'arrivez pas à trouver la sortie avant qu'il n'y ait plus de cire dans la bougie, là vous avez perdu la partie. Pareil, ce sera pas forcément excessivement cher, je crois qu'il sera 35. Le matos c'est plutôt cool, il y a une bonne ambiance graphique qui est un peu atypique. Et ouais, c'est un bon jeu coopératif qui va sortir. Ça, c'est assez attendu. Super méga Lucky Box qui va sortir du coup chez Cocktail Games. C'est un jeu que moi perso j'ai bien aimé. Ça prend un peu une mécanique de bingo. On va tirer des cartes, on va pouvoir cocher sur ces petites cartes les numéros qui correspondent. Un peu à la très futée, du coup, si vous finissez des lignes ou des colonnes, ça vous fera des bonus, donc vous pourrez faire des petites réactions en chaîne comme ça. Si vous finissez une carte pendant une manche, ça vous rapportera des points. On va jouer en 4 manches de tête. À chaque manche, plus vous remplissez tôt la carte, du coup, première manche, ça rapportera plus de points que si vous le faites à la dernière manche, forcément. J'ai bien aimé, c'est tout simple, ça marche très bien. Y a un petit côté, on va un peu pouvoir s'enquiquiner les uns les autres, parce que du coup, vous voyez, il y a les petites lunes, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de lunes, il a 6 points, celui qui a le moins de lunes, il a moins 6 points, donc du coup, ça peut piquer un peu. Et chaque chiffre est présent 2 fois dans la pioche de cartes, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, on prend que la moitié de la pioche pour jouer une manche. Donc du coup, vous savez pas vraiment si vous allez avoir vos chiffres ou pas. Donc il y a un petit côté, essayer d'optimiser comment vous piochez vos cartes, etc. Il y a les éclairs qui peuvent vous permettre du coup de rééquilibrer un peu la chose, puisque du coup, vous allez pouvoir dépenser des éclairs pour faire plus 2 ou moins 2. Moi, c'est vraiment un petit jeu familial, un petit jeu fun, un petit jeu d'ambiance, un peu à la Roll and Write, mais vous savez tous que j'aime beaucoup ça. Non, franchement, je l'ai trouvé très très cool celui-là. Ouais, pareil, c'est assez cool, plusieurs manières de scorer. Et puis, il faut jouer un peu sur les probabilités de ce qui va tomber. Comme elle a dit, en fait, il n'y a que la moitié des cartes qui tombent. Mais d'un côté, vous savez qu'il y a la moitié des cartes qui tombent. Donc, quand vous allez récupérer des grilles, parce qu'à chaque tour, vous allez à chaque fois repiocher 3 grilles et en choisir une, vous allez essayer de faire en sorte que les probabilités fassent que vous ayez toujours un numéro qui va tomber à chaque tour. Et idéalement que ça tombe à l'endroit où vous avez envie. Et comme dans les jeux style très futé, il y a un peu un côté réaction en chaîne. Si je complète la grille, à un moment donné, j'ai un 9. Ah, j'ai le droit de cocher un 9. Ah, en cochant le 9, ça me permettra d'avoir un éclair. Ah, ça me permettra de faire ça. Et ainsi de suite. Non, c'est vraiment cool. Bon, après, si vous n'êtes pas fan de Roll and Write, vous n'aimerez pas plus ce jeu-là, du coup. Mais c'est assez fun, c'est assez assumé, le côté bingo est vraiment à fond, c'est cool. On l'a testé avec 2 autres personnes, du coup, qu'on connaissait pas plus que ça. Et du coup, c'était ah, mais tu m'embêtes, voilà, mais moi je veux telle valeur. Ah non, mais moi je veux telle valeur. Oh, tu fais chier, toi tu l'as eu, gna gna gna. Donc il y avait quand même un peu d'interaction, mais parce qu'on tchatchait ensemble et que du coup c'était franchement fun. Alors, terreur sur Lakeview, plutôt. Voilà, bref, excusez-moi pour mon anglais. Bref, l'idée du coup, c'est Stranger Things en Mysterium. Vraiment, je vous le speech du coup avec 2 mots, hein, c'est pas plus que ça. Il y a un joueur qui va être derrière un paravent, ça va être un enfant qui va être capturé par une créature qui va être dans le monde du dessous. Vraiment, hein, c'est Stranger Things. Et l'idée, c'est que les autres joueurs sont ses copains qui vont devoir retrouver à l'endroit où il est. Lui, il va devoir donner des indices sans forcément parler, des indices sur l'orientation de où est-ce qu'il va être, est-ce qu'ils vont être proches ou moins proches. Et l'idée, c'est que les autres enfants vont essayer de le retrouver dans le temps imparti avant que ce soit trop tard. Et surtout, ils vont devoir essayer d'éviter les créatures qui vont apparaître, qui vont les pourchasser, et éviter la police, parce que forcément, ils ont fugué de chez eux. On est totalement dans ce type d'ambiance, du coup, et c'est très cool, vraiment. Enfin, ça a l'air cool, parce qu'on n'a pas testé, attention, je préfère le dire tout de suite. Mais ça a l'air assez rapide, du coup, et ça a l'air plutôt cool. Donc, ça nous ambiance assez. Trax, un jeu
comment le dire, un micro-macro avec du son. Allez, moi j'aime bien pitcher les jeux en disant avec d'autres jeux. Hein. Vous avez une map, d'accord? Vous avez des scénarios. Dans scénario, vous allez avoir une application et vous allez lancer le scénario. Le premier scénario, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un homme, du coup, qui était au téléphone et à un moment donné, il se fait kidnapper. Et en fait, son téléphone, du coup, il l'a pas éteint. Donc on va écouter toute la piste audio. Et l'idée, c'est qu'en écoutant la piste de cet enregistrement, il va falloir retrouver où est-ce que le ravisseur l'a emmené. Donc à un moment donné, on l'entend passer à côté d'une école, on entend un tramway à un moment donné, tiens, ça peut être là, ah tiens, du coup, à un moment donné, il a mis son clignotant, donc il a peut-être tourné là, ou ainsi de suite. Il faut essayer de retrouver le bon endroit. On va pouvoir s'aider en utilisant les caméras de surveillance. Quand je vais utiliser la caméra de surveillance B302, je vais piocher la carte B302. Ça va me montrer ce que je veux voir sur place, tout ça, tout ça. Bref, c'est super immersif, c'est vraiment très bien. Et là, c'est un jeu qui est pareil, pas mal fait parler de lui à Vichy. Oui, d'ailleurs, tous nos collègues de Sortilège nous en ont pas mal parlé. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, puisque du coup, Alan l'a essayé le samedi où j'étais pas encore là. Le petit pitch que je voulais faire, c'est pas par rapport au jeu, c'est oui, effectivement, souvent on vous explique les jeux en faisant des parallèles à d'autres jeux, mais en même temps, on a fait ça tout le week-end parce que c'est le plus simple pour nous pour les retenir aussi. Mais pas du tout, c'est pas péjoratif, comme dit Alan à côté. Tréfuté Forever, c'est le 4e jeu de Tréfuté. Pour ceux qui connaissent déjà, il y a le 1, il y a le vraiment Tréfuté et le Tréfuté puissance 3, et du coup maintenant ce sera Forever. Bon, vous allez me dire encore un 4e très futé. Oui, encore un 4e très futé. Ce qui est cool, ils sont allés beaucoup moins loin. Ils sont allés dans des mécaniques beaucoup plus simples, beaucoup plus épurées. Ils n'ont pas essayé d'inventer des trucs vraiment très futés et pour moi, aller un peu trop loin. Et la puissance 3, j'avais bien aimé, mais clairement, ça devenait un peu compliqué des fois pour pas grand chose. Là, je trouve qu'ils ont réussi à proposer d'autres mécaniques que le premier très futé, tout en ayant une simplicité aussi proche que le premier très futé. C'est ça qui est vraiment très cool. On a toujours l'effet grisant de bien choisir les dés, des réactions en chaîne qui vont se déclencher. Il y a ça qui rapporte des points temps, mais si jamais je fais ça, j'ai plus de choses. Si j'arrive à avoir des têtes de renard, je vais multiplier les points. Bref, ça fonctionne toujours autant, mais vraiment ce côté épuré m'a vraiment beaucoup plus que ça commençait à devenir peut-être un peu trop. Un peu comme ce qu'avait fait Welcome to Las Vegas qui commençait à proposer trop de mécanique. Bref. Two Rooms and a Bomb. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a un bon moment aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, ou qui devait sortir en tout cas en France il y a très 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 longtemps. C'est un jeu à partir de 6 joueurs jusqu'à 30 joueurs. Oui, c'est un des rares jeux qu'on peut jouer à très nombreux. L'idée, c'est un jeu à identité secrète. Vous allez tous recevoir une identité en début de partie, et notamment il y en a un qui sera le président. Et le but, c'est qu'il faut que le président, il meure pas. Bon, alors, désolé, hein, c'est une thématique un peu anxiogène, mais il y a un joueur qui sera un poseur de bombes. C'est peut-être pour ça que le jeu n'est pas sorti ces dernières années. Bref. L'idée, du coup, c'est que chacun va avoir son identité. Il y en a qui seront des vigiles, qui vont essayer d'interroger les autres, et ainsi de suite. Et la particularité du jeu, il va falloir jouer dans 2 pièces différentes. Puisque on va avoir une longue phase où on va pouvoir discuter, échanger, utiliser nos pouvoirs pour notamment interroger les autres joueurs et essayer de deviner qui est quoi. Et à un moment donné, on va devoir se séparer dans 2 pièces, fermer les portes. Et si jamais le président et la bombe se trouvent dans la même pièce, et du coup, effectivement, le président, du coup, a perdu. C'est ça le principe du jeu. Donc il y a des gens qui sont du côté du poseur de bombes, des gens qui sont du côté des présidents. Il va falloir démasquer qui est quoi. Un jeu d'identité secrète un peu, du coup, assez rapide à expliquer, à jouer. Et vraiment, ça a l'air assez fun, quoi. Tant qu'on est sur les extensions, les Roll & White et compagnie, il va y avoir la boîte Collector Edition de Welcome to Perfect Home. Ça va du coup être un bloc où il y a toutes les extensions qui sont sorties, toutes plastifiées comme dans le Welcome to the Moon. Donc du coup, vous allez pouvoir jouer avec. Donc attention, c'est cool. Si vous avez cramé toutes vos feuilles, vous en aurez des nouvelles utilisables à l'infini, dans la limite du raisonnable. Mais vous avez également de tête 2 nouvelles feuilles pour varier encore un peu plus la partie. Je trouve ça vraiment cool. On était assez contents avec Alan qui fasse cette petite démarche, du coup, d'avoir fait une boîte où il y a tout en un, en fait, pour les fans de Welcome. Et plastifié, comme précise Alan juste à côté de moi, dans la gamme des Welcome. Et du coup, non, c'est beau petit truc de fin d'année. Je pense que ça peut être un petit cadeau sympa à faire pour les gens que vous connaissez qui aiment Welcome. Et les feuilles qui ont été redesignées un peu aussi. Enfin bref, ça a l'air cool, vraiment. Pour les fans de Welcome qui n'ont pas tout et qui avaient bien aimé le premier et qui avaient déjà un peu épuré toutes les feuilles, ou les gens qui veulent un bon Roll & White, du coup, qui fait partie d'un des incontournables du style, c'est vraiment cool.
On peut avoir aussi King of Monster Island. Vous avez reconnu King of Tokyo, c'est King of Tokyo en version coopérative. L'idée du coup c'est que vous allez choisir un monstre en début de partie, il y en a plusieurs différents, c'est à chaque fois un monstre qui va sortir d'un volcan en lave. Et le but c'est qu'il va falloir réussir à le battre. Tout simplement. Vous allez, comme dans le King of Tokyo classique, prendre des dés, les lancer et faire du coup jusqu'à 3 lancers, comme Oyam ou Yadze. Vous allez pouvoir faire des baffes, vous allez également pouvoir taper. Sauf que, attention, dans les cases, vous voyez là, du coup, sur la case du bas, il y a un petit personnage avec marqué un 3 dessus. Ça, ce sont des sbires du monstre. Et parfois, les sbires vont protéger le monstre ou alors faire des actions. Il va falloir d'abord les taper avant de pouvoir taper le monstre ou ainsi de suite. Là, cette fois-ci, les humains sont avec nous. Donc, on va pouvoir également s'aider de l'armée. On va pouvoir faire venir des bateaux de l'armée et ainsi de suite. Va falloir faire venir des alliés en faisant des combos. On pourra également acheter des cartes comme dans l'autre King of Tokyo qui vont nous rendre plus forts, sauf que attention, plus vous allez acheter de cartes, plus on va en faire venir de nouvelles, et que parmi les cartes, il y en a qui sont des cartes négatives. Et à chaque tour, quand le monstre va jouer, on va tout simplement prendre des dés, les faire tomber dans la tour qui est le volcan au milieu, et en fonction de là où ils arrivent et de quel symbole ils font, ça va faire activer certaines choses, taper des monstres, tout ça, ça a l'air cool aussi. On est sur une boîte qui va sortir quand même à 60 € parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Et pour les fans de King of Tokyo qui veulent une expérience un peu différente, ça a l'air vraiment chouette. Alors là, on est sur un jeu un peu plus velu. Galileo Project, du coup, comme vous pourrez reconnaître au niveau du design, hein, on est sur du Déméter, du Ganymède, du Varuna, sauf que là, on est en jeu de plateau, où du coup, il va falloir réussir à un peu coloniser les 4 satellites de Jupiter, je crois. Donc 4 satellites, on va faire simple. Pour ça, du coup, il va falloir progresser sur un peu différentes pistes et vous allez avoir du coup votre influence. Avec votre influence, du coup, vous allez pouvoir récupérer des cartes qui sont en bas, là où vous voyez la petite flèche rouge. Bon, on en a montré qu'une, hein, on n'est pas sympa. Le truc, c'est que sur ces cartes, en fait, vous avez une ligne au-dessus et une ligne en dessous. Et en fait, suivant où vous allez être placé sur la piste d'influence, parce qu'il y a 2 lignes, vous allez du coup pouvoir acheter des cartes, mais vous allez pouvoir faire les actions que de certaines cartes. Du coup, il va falloir faire un peu gaffe à où est-ce que vous êtes et comment vous allez acheter vos cartes pour optimiser ça. Vous allez aussi pouvoir récupérer des robots, récupérer pas mal de choses. J'avoue, je suis assez floue. On l'a vu lundi, juste avant de partir. On avait la tête pleine. Peut-être qu'Alan pourra en dire un peu plus que moi. Pour le pitcher, du coup, c'est dans la même collection que Ganymède et Déméter, et il va reprendre 2 composantes qu'on avait dans les deux. Il va reprendre le côté dans Ganymède, alors c'est plus velu que Ganymède, attention, hein, du coup, parce que Ganymède c'est un jeu plutôt facile, un peu plus facile d'accès. Galileo, on est sur un jeu un peu plus joueur. Mais dans Ganymède, du coup, plus vous faites des actions, plus vous allez quand vous allez refaire les mêmes actions, l'action va devenir de plus en plus intéressante. Il y a ce côté, du coup, progression qui va devenir de plus en plus puissant à un moment donné. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un côté un peu réaction en chaîne. Tiens, si je fais ça, ça me donne un bonus sur ça, et ainsi de suite. Toujours le même illustrateur, c'est un illustrateur qui travaille en interne chez l'éditeur. Et c'est par l'auteur de Oriflamme. Enfin, c'est l'un des auteurs d'Oriflamme, parce que c'est 2 frangins qui avaient fait ça. Donc voilà, Galileo Project dans les jeux un peu experts, du coup, ça a l'air vraiment cool celui-ci. Ça, je peux vous le pitcher pas mal, Suburbia. Vous connaissez sûrement le jeu vidéo SimCity. On est sur un jeu où il va falloir construire sa ville. Bah là, c'est ça. Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà repéré du coup le jeu parce qu'en fait, c'est un jeu assez vieux qui est sorti il y a plus de 10 ans et là qui ressort enfin dans une édition un peu plus esthétique et aussi un peu mieux traduite puisque la première édition était un peu catastrophique là-dessus. Bref, on est sur un jeu où il va falloir avoir des tuiles, une rivière de tuiles, un peu comme du Hero Realms, Star Realms, ainsi de suite, avec du deck building. Vous avez une rivière de tuiles. À chaque fois, vous allez pouvoir acheter. Si vous achetez la première, elle vous coûte de temps. Si vous achetez la deuxième, elle vous coûtera tant, et ainsi de suite. À chaque fois, vous en prenez une autre, ça va en faire venir d'autres, ainsi de suite. Bref, l'idée c'est que vous allez devoir gérer 2 choses, le revenu et la réputation. Vous avez à chaque fois des bâtiments qui vont vous apporter du revenu, du coup, revenu qu'il va falloir dépenser à chaque fois pour acheter des tuiles et pour maintenir le bien-être de votre ville, mais également gérer votre réputation qui va générer des points de victoire à chaque partie. Sauf que du coup, plus vous avancez sur la piste, plus vous allez avoir des choses à payer à chaque fois. Il y a des bâtiments que quand je vais les faire venir, bah c'est cool, ça va me donner de la réputation et tout. Il y a d'autres bâtiments, ça va me donner du revenu. Si je mets une usine, du coup, bah, ça va me donner du revenu, mais ça va me faire baisser en réputation si je mets une centrale nucléaire ou ainsi de suite. Tout est une affaire de combo, du coup. Des fois, il y a aussi des tuiles qui vont vous demander de regarder le jeu des autres joueurs, notamment si j'ai un aéroport. Plus il y a d'aéroports chez les autres joueurs, plus mon aéroport va avoir un intérêt parce que forcément, ça va pouvoir envoyer des gens.
et ainsi de suite. C'est assez simple en termes de mécanique, je l'ai expliqué de manière assez brouillonne, mais c'est assez simple en termes de mécanique, c'est assez fluide. Par contre, il y en a partout. Tiens, si je mets ça à côté de ça, ça fait ça. Ah, mais non, si je le mets là, ça rapporte plus de points. Bref, faut essayer de tout optimiser, c'est vraiment cool. Si vous aimez les jeux de gestion et tout, et si vous aimez les jeux un peu de où il faut créer son zoo, il faut créer sa ville ou autre sur ordinateur, on est carrément du coup dans ce style de jeu-là. Cubitos, c'est un jeu qui, moi, m'a pas mal plu. C'est une course, en fait. On n'en voit pas grand-chose sur la photo, mais c'est une course où, du coup, il faut être le premier à arriver au bout. Tout simplement, au début d'une manche, on va lancer les dés. Donc, les dés qu'on a dans la pioche, on va les lancer. On a le droit de les relancer un certain nombre de fois. Le problème, c'est qu'attention, il ne faudra pas trébucher. Donc, en fait, il ne faudra pas faire que des faces neutres. Sinon, du coup, tout ira à la défausse et vous aurez un malus. Et en plus, vous voyez la petite piste verte sur la droite. Et du coup, comme vous vous êtes cassé la figure dans votre course, et c'est drôle. Du coup, le public va apprécier les choses. C'est un peu le compromis de bon, vous êtes tombé, mais bon, c'est pas grave. Vous gagnez quand même un petit peu un truc. Le gros intérêt du jeu, en fait, c'est que c'est un dice building. En fait, vous allez construire votre pack de dés. Comme vous pouvez voir sur la droite, il y a différentes couleurs de dés. Il y en avait aussi sur la gauche de la table, avec d'autres couleurs. Chaque dé a un peu sa répartition de faces qu'on peut connaître en avance. Des faces un peu particulières qui vont pouvoir nous aider et avancer dans la partie. Le côté prise de risque, je continue, je m'arrête, de comment je crée mon truc. Et effectivement, sur la course, il y a aussi des cases sur lesquelles vous allez essayer de vous arrêter ou pas pour avoir des bonus, etc. Moi, ça m'a pas mal hypé. Il me semble qu'elle nous a dit que l'animatrice nous a dit qu'il y avait de la rejouabilité pas mal parce qu'en plus on peut ne pas faire toujours le même truc, mais que les dés peuvent être différents pour varier un peu plus les parties. Et non, celui-là, moi, il m'a bien tenté, vraiment. Ouais, ce qui va renouveler, c'est que vous voyez les dés verts en fait à côté de la piste de score qu'on a vu à côté. Là, il y a une carte qui dit à chaque fois quel est les pouvoirs de de ces dés verts. Et en fait, à chaque partie, on pourra changer la carte verte, qui fait que le pouvoir des dés verts ne seront pas les mêmes à chaque partie. Donc il y a ça pour toutes les autres couleurs de dés. C'est ce qui va donner pas mal de rejouabilité. John Leclerc, c'est l'auteur du jeu, c'est celui qui a fait notamment Mystic Veil et aussi Space Base et ainsi de suite. Il aime bien les jeux du coup où il y a pas mal de rejouabilité, pas mal de trucs qui vont se générer aléatoirement via le jeu. Le côté un peu construction de cartes, construction de poules de dés ou ainsi de suite, c'est vraiment cool. On a le feeling du coup d'un deck building mais avec des dés. Il y a aussi le côté de devoir gérer ses dés parce que du coup, vous lancez vos dés, vous les activez, vous les défaussez. Et en fait, quand vous reprenez des dés pour la manche d'après, vous prenez ceux de la pioche exactement comme dans un deck building. Quand votre pioche est vide, du coup, là, uniquement à ce moment-là, vous prenez votre défausse et vous la remettez dans la pioche. Donc non, franchement, ça marche très très bien. Bitoku, moi je vais pas pouvoir beaucoup vous le pitcher parce que on n'a pas trop pu, enfin moi perso j'ai pas trop pu le voir, mais bon, tout le monde l'attend, vous le connaissez, vous en avez entendu parler. Vous avez sûrement entendu parler pour le nom, on va pas se mentir, mais on est sur un jeu de stratégie assez attendu, alors un jeu assez velu quand même, hein, attention, il y a quand même l'air d'avoir pas mal de règles. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester, mais sachez que c'est un jeu qui va mélanger un peu de deck building, de craft, de placement d'ouvriers. Tout ça dans un univers japonisant qui a l'air vraiment magnifique. Le matériel est vraiment top du coup. Enfin là pour le prix, alors, il est assez élevé quand même, on a 65 €, mais il y a du matos, il y a des pions imprimés, tout ça. Du coup c'est un jeu qui fait vraiment très envie et qui a l'air assez riche, assez profond sur le site Board Game Geek, qui est un peu la référence du coup des joueurs un peu experts. Le place quand même assez haut. Et voilà, un peu matériel de plus près. Ah, alors ça, je vais pouvoir vous le pitcher parce que ça, c'est un jeu que j'ai en anglais depuis un petit moment, que j'adore. C'est That's Time You Kill Me. J'avais pas mal joué dans le train en allant à Cannes avec Baptiste de l'Entrejeu. En français, il va s'appeler Demain tu m'as tué. Un titre un peu à la James Bond, c'est rigolo. L'idée, c'est que c'est un jeu abstrait, un peu style échec d'âme ou ainsi de suite, qui va se passer du coup à base de voyage dans le temps. Vous avez 3 pistes que vous voyez, là on en voit 2, il y a une piste qui va représenter le passé, l'autre le présent et l'autre le futur. L'idée c'est que vous allez jouer un personnage qui a inventé le voyage dans le temps. Puis en fait, du coup, en voyageant dans le temps, vous allez voir une personne qui va essayer de vous tuer. Et en fait, vous allez essayer de tuer cette personne-là. Sauf qu'en fait, vous allez rendre compte que la personne qui a essayé de vous tuer, c'est vous-même dans le futur. Bref, c'est tout un délire, du coup, un peu comme ça. C'est assez humoristique dans toute l'histoire, parce qu'en fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est ça qui est assez rigolo.
Bref, vous avez à votre tour 2 actions. À chaque fois, vous voyez sur le plateau de droite où il y a une petite flèche dans un petit support noir là que vous voyez en bas. Ça, c'est le focus. Je vais devoir, moi, jouer ici. Imaginons que je suis le pion blanc, j'ai le droit à 2 actions, 2 déplacements par exemple. Si j'ai plusieurs pions sur le plateau, je peux jouer ça. Quand je fais une action, je peux soit me déplacer, soit voyager dans le temps. Si je vais dans le futur, mon pion va se téléporter dans le futur, dans la case du coup qui correspond à là où j'étais. Si en revanche, je vais dans le passé, et bien là, je vais me dupliquer. Je vais rester sur le plateau de l'époque où je suis et placer un nouveau pion dans le présent à la case où je suis également, d'accord? Quand j'ai fini de faire mon tour, je vais également choisir où est-ce que du coup l'autre joueur devra jouer sur quel plateau. Ce qui fait que je décide pas exactement quand je joue et à quel moment, d'accord? Ça demande de pas mal anticiper les choses. L'objectif du jeu, c'est que si jamais vous arrivez à pousser un personnage, un pion en dehors d'un plateau, il se perd dans l'espace et le temps et il est supprimé. Si jamais à un moment donné, mon adversaire n'est présent qu'à une seule époque, je gagne la partie. Ça, c'est le jeu. Vous allez me dire 45 € pour ça, c'est un peu cher. C'est normal. Il y a les 4 autres boîtes que vous voyez à côté. Tout ça, c'est prévu dans la boîte. Les autres boîtes, ce sont des extensions. La première extension, par exemple, c'est que vous allez pouvoir faire des actions pour planter des graines. Si vous plantez des graines dans le passé, dans le présent, ça va donner un petit arbuste, et dans le futur, ça va donner un arbre. Arbre que vous pourrez du coup utiliser pour le faire renverser sur un adversaire, pour l'écraser. Vous aurez dans une autre extension des statues. Quand vous les déplacerez, ça les déplacera dans les autres époques. Ça les déplacera dans le futur, mais pas dans le présent, pas dans le passé, ou ainsi de suite. Bref, il y a tout un délire sur la temporalité qui est super bien pensé. La couverture est monstrueuse. Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le design qu'ils ont fait sur la couverture du jeu. Voilà, c'est assez délirant. Faut aimer les jeux un peu abstraits. Faut aimer les jeux uniquement 2 joueurs aussi. Par contre, c'est vraiment, vraiment original, atypique, et j'ai vraiment kiffé les parties que j'ai fait. Alors, Dinosaur Island, Row and Write. Il y en a peut-être qui m'ont déjà vu y jouer une fois à l'entrejeu, parce que du coup, on avait une version en anglais. Du coup, je l'ai essayé il n'y a pas très très longtemps. On est encore une fois sur un Roll and Write. Pour info, ils sortent à peu près le même jeu, en tout cas le même univers et un peu la même idée de mécanique en jeu de plateau également. On n'a pas pris de photos. Je sais plus si ça sort pour la fin d'année ou pour l'année prochaine, mais voilà. En fait, du coup, à l'origine, Dinosaur Island, c'est un jeu de plateau qui est sorti il y a 3 ans. 3 ans, si je dis pas de bêtises, qui était un gros jeu de gestion où il fallait gérer un parc d'attractions de dinosaures. Là, c'est la version Roll and Ride de ce jeu-là. Et ils vont sortir Dinosaur World, qui est une variante du premier jeu, qui sera un peu plus complet, un peu plus riche. Bon voilà, ça c'est une info que j'avais pas. Mais du coup, dans celui-ci, comme vous avez pu le deviner par rapport à ce qu'il a dit, vous allez devoir gérer votre parc d'attractions. Pour ça, en fait, le jeu va se dérouler en 3 manches en gros. Chaque manche va être composée de 2 manches où vous allez pouvoir récupérer des ressources et la dernière où vous allez activer tout votre zoo. Au début d'une manche, on lance les dés, le premier joueur en prend un, le deuxième en prend un, on fait un tour dans le sens aiguille d'une montre, un tour dans le sens inverse, donc le premier joueur a plein de choix au début et très peu à la fin. Une fois que les dés ont été choisis, on va du coup chacun son tour poser les dés sur la petite piste bleue que vous pouvez voir en haut, qui correspondent à différentes actions. Quand vous placez votre dé dessus, vous allez pouvoir faire l'action. Mais on va pouvoir aussi jouer par-dessus un dé qui a déjà été posé. Le problème, c'est que vous voyez les petits points rouges sur les dés, c'est des menaces. Les menaces, en fait, c'est pas terrible dans un zoo où il y a que des dinosaures. Donc il va falloir aussi réussir à choper de la sécurité pour éviter d'avoir des malus avec la menace. Parce que la menace, les dinosaures, ils vont sortir de leurs enclos et ils vont venir vous casser des trucs. Et moi, j'ai fait comme ça, et ça fait bobo, j'ai perdu. Vous allez également du coup pouvoir construire des enclos avec les ressources d'ADN que vous allez récupérer. Forcément, les enclos, les herbivores, c'est cool, ils font pas de menaces, mais quand vous pressez sur des dinosaures un peu plus dangereux, ça fera de la menace aussi. Mais en même temps, ça fait plus d'attrait, donc plus de points. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Le gros carré que vous voyez, en fait, c'est votre parc. Vous allez devoir y dessiner la forme des enclos. Vous allez également pouvoir y mettre des trucs d'attraction, de merchandising, etc. Une fois qu'on a fait du coup les manches où on va avoir récupéré des ressources, on va pouvoir activer son zoo. Première étape, on va voir si les commerces qu'on a mis vont nous rapporter des ressources. Ensuite, sur les spécialistes qui vont pouvoir nous rapporter des ressources ou des bonus. Et ensuite, on va regarder sur l'enthousiasme que porte le zoo. C'est la petite case verte sur la droite. Plus vous avancerez là-dessus, plus vous aurez de bonus et de points de victoire en fin de partie. Donc non, franchement, c'est un jeu à expliquer. Il prend peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à expliquer. Mais une fois qu'on a compris la mécanique, franchement, ça marche très très bien. Il va falloir aussi faire que les visiteurs se baladent dans votre parc, etc. C'est riche, je m'étale un peu, mais franchement, moi j'ai bien aimé, mais on est sur du casse-tête. Pas forcément aussi casse-tête que Mur d'Adrien, mais on n'en est pas trop loin, je pense. Alors, la Bête Track au Gévaudan, c'est un jeu assez attendu. Alors, la couverture
Personnellement, je suis pas fan, mais bref. C'est un jeu, en fait, je sais pas si vous connaissez Scotland Yard, Mystery X, Lettres de Whitechapel. En fait, c'est un jeu où on va jouer à un contre tous les autres. L'idée, c'est qu'il y a un joueur qui va jouer la bête du Gévaudan, qui va devoir essayer de faire toutes ses victimes. 20 victimes, 25 victimes, je ne me rappelle plus exactement le nombre. Et les autres joueurs vont chacun jouer un des personnages qui a réellement existé et qui va devoir essayer de traquer la bête. En fait, le but, c'est que la bête, elle va devoir faire des actions un peu cachées. Et parfois, elle va devoir se dévoiler pour pouvoir, du coup, réussir à manger ses victimes. Sauf qu'à chaque fois qu'elle se dévoile, les autres joueurs, ça va leur donner les indices de où est-ce qu'ils vont pouvoir aller le traquer. Les autres joueurs vont, à chaque fois que la bête, du coup, va faire des victimes, forcément, il va déposer des gouttes de sang à certains endroits qui vont mener, du coup, à la piste, du coup, de la bête aux autres joueurs. Alors clairement, l'animatrice nous l'a dit, jouer la bête la première partie, c'est assez dur. Un peu comme quand vous jouez à Mr. Jack la première fois. Jouer la bête, c'est pas évident. La première partie est assez compliqué, ouais, un peu déséquilibré, notamment pour une personne qui découvre le rôle de la bête pour la première fois. Apparemment, ça demande un petit peu de tour, mais vraiment, enfin, c'est exactement comme Mr. Jack. Les premières fois qu'on joue à Mr. Jack, c'est très dur de gagner en tant que Mr. Jack. Bah là, c'est un peu dans le même esprit. Et ça a l'air vraiment cool. Le matériel est chouette. Vraiment, la boîte fait pas envie, mais le matériel du jeu définitif fait vraiment envie. C'est une thématique qui est plutôt cool dans le folklore de la France. Et voilà. Il y a aussi un truc où la bête va pouvoir se déplacer plus ou moins vite et du coup faire plus ou moins de victimes. Non, c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. Visuellement, c'est pas mon truc, mais tous nos autres collègues ont dit non, franchement, celui-là, il est cool, allez-y. Donc, à voir. Là, il y a que Alan qui peut vous en parler. Jeu que j'ai eu l'occasion de tester à Cannes en février dernier. Un jeu de stratégie où va falloir. C'est un jeu de Bruno Catala, encore une fois, et pas que, du coup, et également de Joanne Goupy, comme on le voit sur la boîte. Vous voyez en bas à gauche, du coup, il y a un plateau personnel. Vous allez essayer de récupérer des tuiles pour essayer de les placer. En fonction du placement que vous ferez, ça vous permettra de récupérer d'autres ressources, d'activer des pouvoirs. Vous allez pouvoir également récupérer d'autres tuiles au centre de la table. Sans me rappeler de tout, du coup, c'était un jeu du coup, qui avait pas mal de combos, de réactions en chaîne. Du coup, un jeu comme d'habitude avec Bruno Catala, un peu putassier si on arrive à faire les bons combos et prendre les bonnes tuiles au bon moment par rapport aux autres. Un jeu assez attendu. Catch Up Games, de toute façon, c'est une équipe qui fait des très bons jeux. Bruno Catala, il fait des très bons jeux, donc on ne peut que être enthousiaste sur ce jeu. À voir, du coup, la partie que j'avais faite était pas forcément évidente, donc c'est pour ça qu'on l'a mis un peu dans la catégorie jeu expert, parce que il y a quand même pas mal de règles, pas mal de choses, du coup, à appréhender, à jouer. Mais voilà. Pagan dans une photo, oui c'est vrai, qui est en bon relief. Bref, Pagan du coup, ou Pagan, je ne sais pas comment le dire. Un jeu qui va plaire pas mal de gens parce que c'est un visuel qui rappelle un jeu vidéo qui s'appelle Darkest Dungeon. C'est pas du tout voulu, alors peut-être que c'est voulu de la part des auteurs, mais en tout cas c'est pas du tout un jeu dans la licence de ce jeu vidéo là. C'est un jeu pour 2 joueurs asymétrique, enfin légèrement asymétrique, puisque, alors ça c'est la boîte d'une extension, ça c'est le jeu. Le tapis n'est pas fourni avec, attention. Mais c'est un jeu de combos de cartes, encore une fois, uniquement pour 2 joueurs. On est sur un jeu où un joueur va jouer une sorcière. Le but de la sorcière pour gagner la partie, c'est d'envoûter l'adversaire. L'adversaire qui va jouer un chasseur de sorcières. Le chasseur de sorcières, pour gagner, il doit du coup tout simplement abattre la sorcière, d'accord ? Il y a pas mal du coup de cartes que vous allez jouer, des combos que vous allez faire. Il va falloir réussir à atteindre votre objectif, mais en empêchant l'adversaire de réaliser son propre objectif. Un jeu avec un univers graphique ultra atypique, des règles qui n'ont pas l'air si complexes que ça, même si attention, c'est pas non plus un jeu facile d'accès au début, de prime abord, pour des gens peu habitués aux jeux de combo de cartes. Et c'est un jeu à financement participatif, donc il y aura déjà pas mal d'extensions. Donc il y a effectivement ça, une extension qui va sortir plus tard. Plus en bas à gauche, vous voyez, il y a 3 petites boîtes qui vont également apporter plus de combos, plus d'intérêt. C'est un jeu clairement auquel Super Meeple y croit énormément, du coup ils veulent pas mal le mettre en avant, un jeu combo 2 joueurs. Donc un jeu un peu joueur pour les couples ou les potes, ou les potes qui veulent un jeu un peu velu, avec un univers graphique assez poussé. Toujours dans le même esprit, on a Radland, un jeu uniquement pour 2 joueurs, encore une fois. Pas du tout, il n'y a pas le visuel des cartes. Un univers ultra coloré. C'est pas le graphiste qui a fait Dice Throne, notamment, et Santorini, ou ainsi de suite. Bref, c'est un monsieur qui sait faire. Mais avec des visuels ultra flashy, un peu, du coup, un délire un peu années 80, coloré, arcade, tout ça. Ambiance steampunk à la Mad Max, complètement. L'idée, c'est que vous allez avoir, en fait, des bâtiments. Pour gagner la partie, vous devez détruire les bâtiments de l'adversaire. Vous allez jouer des cartes à différents endroits, à la fois pour attaquer, mais pour protéger vos
propres bâtiments. Vous pourrez les mettre, protéger un bâtiment plus qu'un autre. Il y aura une petite notion de bluff du coup, de cartes que si vous voulez jouer, en fait, vous allez dire tiens vas-y essaie de m'attaquer là, et puis ensuite vous allez pouvoir jouer des cartes qui vont défoncer l'autre derrière. C'est un jeu du coup qui est assez simple à prendre en main, mais qui est assez profond. Il a un léger petit défaut. C'est un jeu que j'ai pas mal joué, du coup pareil, parce que j'ai en version anglaise. Il peut un peu s'éterniser sur la fin. Quand l'adversaire n'a plus qu'un seul bâtiment à détruire et que vous en avez 3, vous passez beaucoup de temps à le défendre, l'autre passe beaucoup de temps à l'attaquer, et du coup vous avez un peu de mal à attaquer son bâtiment. Bref, ça peut parfois un peu s'éterniser sur la fin de la partie. Par contre, c'est un jeu qui est ultra simple à prendre en main. Le matériel est assez dingue du coup. Et pareil, dans les jeux de 2 joueurs, avec Pagan, du coup, tout à l'heure, on est sur des jeux des jeux compétitifs 2 joueurs velus, un peu du style Magic, tout en étant beaucoup plus simple d'accès. Et Sleeping Gods, on est sur un jeu d'aventure coopératif de Ryan Locat, qui est à la fois l'auteur et l'illustrateur du jeu. Vous l'avez connu pour des jeux comme 8 minutes pour un empire, 18 minutes pour un empire, Nirenfar, Above and Below, et ainsi de suite. Un jeu assez complet, je ne sais pas si on a le matériel, si on a le matériel là. Vous allez jouer dans un livre-jeu, ce qui est un peu la mode en ce moment. Vous allez devoir gérer votre bateau. Comme d'habitude dans les jeux de Ryan Locat, il faut gérer un peu de gestion de ressources. Mais également, du coup, il y aura toute une partie narrative, une partie d'exploration. Là, vous voyez, en dessous le bateau, il y a tout un bouquin avec une mécanique de livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu qui a de super bons retours en termes de joueurs. C'est un jeu qui vient de rentrer dans le top 100 Board Game Geek, qui est un peu the référence dans le milieu des joueurs. Un jeu qui, on l'a mis dans la section joueurs, parce que c'est un jeu qui va coûter un peu cher, de mémoire c'est 80 € je crois, et un jeu qui va demander pas mal de temps d'investissement pour se mettre dedans. Par contre, un jeu qui a l'air pas forcément si complexe que ça, et qui a l'air d'avoir un univers de dingue, du coup, qui va s'inspirer d'univers fantastiques, et aussi un peu de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, et ainsi de suite. Moi, c'est vrai que c'est une boîte que j'avais repérée depuis quelques temps, parce que déjà, le visuel, je le trouve chouette, et j'avais trouvé le pitch de Nirenfar et Abo and Below vraiment sympa. J'avais fait une partie de chaque, et franchement, j'avais trouvé ça chouette. Donc, du coup, le transformer en jeu complètement coop, franchement, moi, j'attends de voir, mais ça me titille bien. The Hunger, comme vous pouvez vous en douter, du coup, c'est une extension pour le jeu The Hunger. Je crois qu'Alain a un pitch un peu plus précis que moi, mais si j'ai bien compris, on peut un peu plus se pourrir facilement les uns les autres. Ouais, l'idée c'est que pas besoin de vous redire Speed Girl du coup, mais là maintenant ça va apporter de l'affrontement entre les joueurs, on pourra se taper les uns les autres. Et aussi il va y avoir maintenant dans les cartes, en plus des humains à manger, des loups-garous et des chasseurs de vampires. Forcément des gens qu'on va devoir essayer d'éviter parce que ça va mal se passer pour nous. Donc voilà, un jeu qui a l'air d'apporter plus d'interaction entre les joueurs, plus de méchanceté. À voir si ça ne rallonge pas la durée de la partie, qui peut parfois être long, notamment quand on joue à 5-6 joueurs, mais ça a l'air très cool. Et alors, Turing Machine, un jeu que j'ai très attendu. Alors, je suis assez fan de jeux de déduction, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. On l'a mis dans la section expert parce que c'est pas évident à se mettre dedans, clairement. Il y a un peu de règles quand même, du coup, et même si une fois qu'on a compris les règles, du coup, c'est pas si compliqué que ça. C'est un jeu qui va vous demander pas mal de déduction. Un peu comme des cryptos. Des cryptos est pas évident à expliquer. Par contre, une fois que vous avez compris les règles, c'est un jeu qui est riche, qui est passionnant. Et alors là, celui-ci, le but c'est que vous allez devoir trouver un code, d'accord? Vous allez prendre un livret, il va préparer un scénario, et ce code-là, vous allez devoir essayer, pour pouvoir le déchiffrer, de demander à l'ordinateur. Pour demander à l'ordinateur, je vais d'abord faire un code. Je vais dire un code à 3 chiffres, 3, 2, 1 par exemple. Je vais prendre les fiches du coup que vous voyez au-dessus, les fiches poinçonnées 3, 2 et 1. Et en fait, je vais pouvoir les tester sur les ordinateurs. Derrière, on a une grille avec des informations qui vont dire si c'est vrai, si c'est faux. L'ordinateur A qui est en bas à gauche. Et en fait, je vais faire un test. Si par exemple, du coup, sur mon grille, le chiffre deuxième, du coup, il est inférieur à 4 et que je vais tester avec l'ordinateur, s'il me dit que c'est vrai, eh ben, je sais que le chiffre du coup de mon code est bien inférieur à 4 par exemple. L'idée c'est qu'il va falloir interroger les différents ordinateurs pour essayer de trouver votre code. Il y a une logique qui est vraiment calculée et calibrée aux petits oignons. Pour vous donner un ordre d'idée, mais que les autres joueurs autour de la table ont compris dès le deuxième tour le code, et en fait, en vrai, en fouillant un peu de mon côté, effectivement, quand on arrive à comprendre la logique, on peut aller beaucoup plus loin. Et là où du coup, c'est vraiment très cool, du coup, c'est que
il y a 20 scénarios, enfin il y a 20 codes à déchiffrer dans le jeu, et une fois que vous avez deviné les 20 codes, et bien dans ce cas-là, vous allez télécharger une application, et l'application va vous générer un code aléatoirement. Donc c'est un jeu qui se joue de manière infinie, et clairement l'animateur nous l'a même dit qu'il y a des modes hardcore ou autres qui existent, avec des trucs ultra impossibles à faire. Ils nous ont dit honnêtement, même nous qui avons beaucoup joué, on galère du coup. Donc voilà, ça a l'air passionnant. Alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, si vous aimez pas les jeux de déduction, fuyez, hein, comme la peste. Par contre, si vous aimez les jeux du coup avec une mécanique calibrée et vous aimez bien vous triturer la tête, c'est passionnant quoi. Non, c'est vrai qu'il est chouette. Après, par exemple, moi, bon, avec la fatigue, ça n'a pas aidé, et bon, bah, c'est moi aussi. Mais j'avoue que sur le coup, j'ai fait ouais, cool, j'ai tilté, et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout compris. Donc j'ai dit, je vous laisse continuer à jouer. J'ai regardé comment ils jouaient, j'ai fini de comprendre le jeu en les regardant faire. Mais non, franchement, c'était cool. Je suis très curieuse de réessayer, en fait. Plus réveillé. Plus réveillée, ouais, c'est ça. Avec 12 cafés. Parce que bon, faut le dire quand même, 3 jours, ça a été assez intensif. On a enchaîné explication de jeu sur explication de jeu. À un moment donné, le cerveau sature un peu, du coup, donc forcément. Alors c'est pour ça aussi, je rappelle, les jeux qu'on vous présente là, c'est une sélection, c'est des jeux qui nous ont attirés. Ça se trouve, il y a des jeux où on nous a présenté où ça n'a pas forcément attiré l'œil. Quand ça va sortir, on va les tester, on va dire, mais oui, mais en fait, c'était génial ce jeu-là, il fallait le voir depuis le début. Donc c'est une sélection qu'on vous faites, du coup, c'est pas exhaustif, c'est une sélection sur cet instant. Et on pense que c'est des jeux qui vont vraiment, du coup, être cool en fin d'année. Et on est un peu fourbe parce que si je m'abuse, c'est le dernier qu'on avait à présenter. Donc, on va retourner sur la petite page pour changer un peu les visuels. On est un peu fourbe parce qu'en fait, je viens de me rendre compte en faisant cette petite vidéo sonore qu'on vous faisait un peu subir l'exercice qu'on a subi pendant 3 jours. C'est-à-dire enchaîner, écouter des pitchs de jeux sans pouvoir avoir forcément le temps d'y jouer ou de manipuler le matériel. Du coup, bah, comme ça, vous voyez un peu ce qu'on a fait, notre travail, notre exercice. Mais franchement, ouais, c'est rapide, c'est vu du dessus. Parce que même nous, en 3 jours, on n'a pas eu le temps de tout voir. Il y a des stands où on n'a même pas été. Parce que pas le temps, tout simplement. Des jeux qu'on n'a pas vus ou des jeux qu'on a vus qu'on a oubliés dans les 4 secondes. Parce que pas le temps, parce que la fatigue. Mais franchement, on en a vu beaucoup. C'est vraiment chouette pour nous de pouvoir voir ça et d'avoir une idée de tout ce qui va sortir pour la fin d'année. On a aussi vu des trucs qui vont sortir en début d'année prochaine, dans certains qui nous ont pas mal hypés. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas être fourbe et pas vous les rajouter en plus dans cette vidéo-là. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous y retrouvez un peu ce que vous aviez envie d'en voir. Merci à vous et je vais repasser le petit micro à Alan. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Du coup, on essaie de proposer des choses un peu différentes. On essaie de trouver un moyen de vous donner un peu nos coups de cœur, nos envies d'une autre manière que juste passer en magasin. Du coup, on espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous faire des retours du coup en magasin, sur Instagram, sur Facebook, par mail, par téléphone, par pigeon voyageur, comme vous avez envie. Vous n'hésitez pas à nous dire en tout cas si cet exercice vous a plu, si vous avez envie qu'on le refasse d'une autre manière, plus régulièrement ou pas. Et voilà, bon, on va s'arrêter parce que là ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle et ça doit déjà bien vous endormir au bout d'un moment. Bonne soirée à vous, bonne journée, bonne matinée, suivant l'heure à laquelle vous regardez ou vous écoutez ça, et puis passez un bon moment autour d'une table de jeu.